de la contradiction assurée, organisée, respectée, ce n'est pas un paradoxe de dire que l'avocat est celui qui peut le mieux aider à concilier les intérêts de chacun et les intérêts collectifs, la défense des libertés individuelles avec leur convergence pour un intérêt général. Que partant de cette noble tâche par lui à accomplir, l'avocat est bénéficiaire non pas des privilèges de juridiction, mais bien des immunités de poursuite. Il est à noter que les immunités de poursuite se greffent à la procédure de poursuite, contrairement aux privilèges de juridiction qui visent la compétence. Le professeur Nyabiru Ngoumenesonga, cité par Maître Sabine Mouzama dans son ouvrage intitulé « Procédure de poursuite répressive à charge des fonctionnaires de l'ANR et de la DGM, autorités religieuses, médecins, avocats et magistrats en droit positif congolais, édition recherche d'une justice juste, publié à Lubumbashi, à la page 37, distingue les immunités légales des immunités administratives. Les immunités administratives dont jouissent les avocats sont celles édictées en faveur de certaines personnes par l'autorité administrative ou judiciaire. À titre illustratif, nous citons les immunités en faveur des autorités religieuses, des médecins, des avocats, des agents de l'ANR, de la DGM. Retournant à notre sujet du jour, nous citons la circulaire numéro 3, bar 008, bar IM, PGR, bar 2011, relative à l'organisation des parquets, comme texte consacrant l'immunité de poursuite de l'avocat. Au premier point, nous allons parler de l'économie de cette circulaire. Le point 1 de la section première du chapitre 4 de la circulaire précitée, intitulé « Exercice de l'action publique », impose ou donne obligation aux magistrats du parquet, officiers de lycée public, d'inscrire sans désemparer au registre du ministère public tout procès verbal ou toute plainte reçue au parquet. Le point 2 de la même section du chapitre 4 porte une dérogation à l'obligation d'inscrire immédiatement au registre du ministère public tout procès verbal ou toute plainte concernant certaines personnes dont la décision d'exercer les poursuites est réservée soit au procureur général près la Cour de cassation, soit aux procureurs généraux près des cours d'appel. Pour les plaintes ou les procès verbaux dressés à charge de ces personnes, la circulaire impose au parquet d'inscrire ses affaires dans un registre d'information. Partant de la catégorie de ces personnes, le point C du point 2 de la section première du chapitre 4 de la circulaire mentionne, je cite, « Cas où il s'agit des personnes non justiciables devant les cours d'appel, mais dont les décisions de poursuite reviennent aux procureurs généraux près les cours d'appel. » Et au point 3 du point C, il est cité que les avocats inscrits au tableau de l'ordre et les personnes admises au stage préparatoire pour qui les droits d'arrestation et de poursuite sont réservés aux procureurs généraux près les cours d'appel. La circulaire ajoute que le bâtonnier de l'ordre des avocats ou le doyen des avocats, là où il n'y a pas de bâtonnier, doivent être avisés des poursuites et sur autorisation du procureur général près la cour d'appel, sauf flagrant délit. La section 3 du chapitre 4 de la circulaire affirme que les décisions d'exercer des poursuites à l'égard des avocats inscrits au tableau de l'ordre près une cour d'appel reviennent au procureur général près la cour d'appel. Le point A du point 1 de la section 5 du chapitre 4 de la circulaire impose à l'officier du ministère public le recours à un avis d'ouverture et une note de fin d'instruction, ou les deux réunis en un seul document, chaque fois qu'ils se retrouveront face à une plainte ou procès verbaux dressés à charge des personnes dont la décision de poursuite est réservée au procureur général près la cour d'appel, en l'occurrence l'avocat.
Le point 2 de la section 5 du chapitre 4 de la circulaire impose au magistrat instructeur qui ouvrira une enquête à charge des personnes pour lesquelles la loi exige la décision du procureur de la République, du procureur général près la cour d'appel ou de cassation, d'envoyer aussitôt un avis qui mentionnera le numéro d'inscription de l'affaire, les renseignements d'identité relatifs à l'inculpé, la qualification des faits avec indication du texte applicable, la date et le lieu de leur perpétration avec un exposé sommaire des faits, ainsi qu'une conclusion provisoire du magistrat instructeur. Cet avis sera envoyé au procureur de la République et, par ce dernier, au procureur général près la cour d'appel et éventuellement au procureur général près la cour de cassation. Le cas échéant, un exemplaire sera adressé par le procureur de la République à l'autorité administrative dont relève l'inculpé. Et s'agissant des avocats, l'autorité administrative, c'est le bâtonnier de l'ordre. Le point 3 de la section 7 du chapitre 4 de la circulaire enseigne qu'au moment du classement, de la poursuite ou de l'envoi du dossier aux fins de fixation d'audience, le magistrat instructeur établira une note de fin d'instruction qui précisera et complétera l'avis initial en ce qui concerne la prévention, les éléments recueillis et contiendra l'examen de la question de droit si elle se pose. En résumé, que retenir de cette circulaire? Nous retenons que l'avocat ne peut être arrêté ni poursuivi que sur décision du procureur général, que toute plainte ou procès-verbaux à sa charge obligue le magistrat instructeur à ne pas directement l'enregistrer dans le registre du ministère public, mais d'ouvrir un numéro au registre d'information. Que le magistrat instructeur doit en outre dresser un avis d'ouverture et une note de fin d'instruction afin de soumettre son appréciation de poursuite au procureur général près la cour d'appel en ce qui concernerait les avocats. Aucune arrestation d'un avocat ne peut être faite sans décision du procureur général, sauf cas de flagrance. Au point 2, nous allons répondre aux questions que nous avons annoncées dans l'introduction. Qui peut interpeller et auditionner un avocat? Nous estimons que les réponses à cette question se retrouvent dans les points 1 et 2 de la section première du chapitre 4 de la circulaire qui parle du mode de saisie du parquet, ainsi qu'au point 1 de la section 2 du chapitre 3 de la circulaire. Les points 1 et 2 de la section première du chapitre 4, nous venons dans notre exposé d'en donner l'économie. Et là, nous allons maintenant parler du point 1 de la section 2, chapitre 3, qui parle de l'examen attentif par le magistrat instructeur des réceptions des procès-verbaux et plaintes. La circulaire renseigne que lorsqu'un procès-verbal ou une plainte parvient au parquet, le magistrat qui l'examinera devra le faire avec la plus grande attention, de manière à en dégager le ou les points importants. Le point 2 renchérit sur des cas où l'instruction est superfétatoire en disant qu'un dossier d'officier de police judiciaire est parfois suffisamment complet pour que tout acte d'instruction devienne superfétatoire. À cette occasion, le magistrat vérifiera minutieusement l'identité de l'inculpé et la mentionnera à son procès verbal. Nous nous souviendrons que dans notre exposé, nous avons touché les points relatifs à l'inscription au registre du ministère public de toute plainte ou procès-verbaux par l'officier du ministère public, ainsi que de la dérogation de cette inscription à l'endroit des plaintes ou procès-verbaux concernant l'avocat qui devrait l'être dans un registre d'information. Pour mieux cerner la réponse réservée à cette question par la loi, il tient de recourir aux lois de procédure pénale afin de comprendre que le procès-verbal qui parvient au parquet est donc un document qui vient de l'extérieur et, en droit positif congolais, en vertu du Code de procédure pénale, de l'ordonnance relative à l'exercice des attributions d'officiers et agents de police judiciaire près des juridictions de droit commun, ainsi que, au terme de la présente circulaire, à titre principal, le procureur de la République s'appelle officier de police judiciaire ou inspecteur judiciaire. L'article 42
de l'ordonnance numéro 78-289 du 3 juillet donne pouvoir à l'officier de police judiciaire d'entendre tout suspect afin de recueillir ses explications sur les faits qui lui paraissent imputables. Les articles 43, 44, 47 et 46 de l'ordonnance citent expressément les catégories des personnes par l'officier de police, des personnes que l'officier de police judiciaire ne peut ni interpeller ni entendre, catégorie dans laquelle ne se retrouve pas l'avocat. Il est tout à fait légal que la réponse à la question d'interpellation et d'audition de l'avocat soit que l'officier de police judiciaire, l'officier du ministère public, tant du parquet de grande instance que du parquet général, soit habilité à interpeller et auditionner un avocat. Qui peut arrêter un avocat? L'immunité de poursuite conférée à l'avocat par la circulaire du procureur général pour la Cour de cassation réserve le pouvoir d'arrestation de l'avocat au seul procureur général près la Cour d'appel. À l'exception de ce dernier, aucune arrestation d'un avocat ne peut avoir le caractère légal si ce n'est qu'en cas de flagrant délit. Quand et comment l'autorité administrative, en l'occurrence l'autorité ordinale, doit être avisée des poursuites? Le bâtonnier est avisé par la transmission d'une copie de l'avis d'ouverture et non de fin d'instruction contenant la décision du procureur général près la Cour d'appel autorisant les poursuites de l'avocat. Logiquement, à la lumière des prescrits de la circulaire telle que développée sur le bâtonnier est informé généralement à la clôture de l'instruction par le magistrat instructeur. Quid de la citation directe à charge de l'avocat? Il est à noter que seules les personnes bénéficiaires des privilèges de juridiction sont à l'abri de la saisine juridictionnelle par voie de citation directe, d'où l'avocat n'en est pas épargné. Mais que constatons-nous dans la pratique? Premièrement, le bâtonnier de l'ordre ne reçoit aucun avis d'ouverture ni note de fin d'instruction en cas de poursuite engagée à l'endroit d'un avocat. Deuxièmement, généralement, le procureur général entérine l'arrestation de l'avocat opérée par le magistrat instructeur qui le joint au téléphone, et ce, à notre grand étonnement, car le dossier ouvert est un rôle d'information, alors que la pièce de détention de l'avocat est un mandat d'arrêt provisoire qui est décerné à l'ouverture d'un registre du ministère public. Troisièmement, les mentions contenues dans l'avis d'ouverture et note de fin d'instruction contiennent les rubriques le temps passé en détention préventive de l'inculpé et la situation de l'intéressé en liberté, en fuite, en état d'arrestation. Alors que le dit document est en fait un rapport du magistrat instructeur par lequel il sollicite du procureur général l'autorisation d'arrêter et de poursuivre l'avocat. Cette mention nous fait d'office croire au pouvoir légal du magistrat instructeur d'arrêter un avocat pendant l'instruction jusqu'au moment de l'entérinement ou non de cette arrestation par le procureur général. Par poursuite, il faut, à la lumière du modèle de l'avis d'ouverture et note de fin d'instruction, comprendre qu'il ne s'agit pas de la mise en mouvement de l'action publique qui comporte la phase des enquêtes, mais bien celle de la demande par le magistrat instructeur d'envoyer le dossier en fixation. Après cette réflexion menée, il appartient à l'avocat d'analyser et de conclure si cette immunité de poursuite lui conférée par la circulaire précitée lui offre une protection à la taille de la noblesse de sa tâche, partant des mentions que doivent contenir un avis d'ouverture de poursuite et une note de fin d'instruction. Et en sa qualité d'autorité ordinale du ressort de la Cour d'appel de l'Ituri, le bâtonnier de l'ordre, maître Joseph Keta Oruinou, se permet de fustiger avec la dernière énergie les différentes procédures d'arrestation des avocats pratiquées en violation des prescrits de la circulaire. À l'intention des avocats, il enjoint formellement l'obligation déontologique de recourir à la protection paternelle en amont
en informant à votre comité ordinal de la détention par vous d'une pièce de procédure en termes d'invitation de mandat de comparution et le cas échéant, en cas d'arrestation, à défendre vos droits dans la recherche primordiale de la preuve de l'autorisation du procureur général de votre arrestation. De se pencher sur la question relative aux immunités de poursuite de l'avocat en organisant des journées de réflexion afin de rechercher par les voies légales une protection à la taille de la noblesse de notre profession d'avocat. Espérant avoir vidé le contenu de mon intervention, et pour le compte et au nom du bâtonnier de l'ordre empêché, j'ai dit et je vous remercie, vice-doyenne Maître Sabine Moussa-Mambo. Du barreau auprès de la Cour de cassation une allocution. Et il est tenu une audience similaire devant chaque cour d'appel le 29 octobre de chaque année. Excellence, Monsieur le gouverneur militaire de la province de l'Ituri et commandant des opérations ici représenté, Monsieur le membre du comité provincial de sécurité, Monsieur le premier président de la cour militaire de l'Ituri, Monsieur l'auditeur supérieur de la cour militaire de l'Ituri et honorés collègues, Monsieur le maire de la ville, Monsieur le bâtonnier ici représenté, brillamment d'ailleurs, Messieurs les magistrats civils et militaires, merci messieurs plutôt les magistrats militaires et civils de la province de l'Ituri, mesdames et messieurs, distingués invités, à vos titres et qualités respectifs, tout protocole observé, votre présence à cette audience solennelle, en dépit de vos multiples tâches, est une manifestation éloquente de votre intérêt et aussi de la confiance que vous accordez à la justice de notre pays en général et à la justice de la province de l'Ituri en particulier. Et ce, à juste titre, car, comme l'a si bien rappelé le procureur général de la République, Flori Kabange-Numbi, dans sa mercuriale d'octobre 2014, je cite, « Les instances judiciaires contribuent de manière déterminante au maintien de la paix sociale par le règlement des conflits entre différents protagonistes. » Fin de citation. Ainsi, au nom de tous les magistrats du ministère public, de tout le personnel de l'ordre judiciaire des parquets de la province et au mien propre, je vous prie de trouver ici l'expression de ma profonde gratitude. Monsieur le Premier Président, honorable membre de la composition, il y a un mois et quelques jours, nous étions invités à Kinshasa, le Premier Président, c'est Auguste Cour et moi-même, à assister à l'application de la disposition pré-rappelée à travers l'audience solennelle conduite par Monsieur le Premier Président près la Cour d'appel des cassations. Et à ce jour, nous tenons l'audience solennelle relative à la rentrée judiciaire plutôt de la Cour d'appel de l'Ituri. Nous la tenons certes le 2 décembre 2023, mais c'est pour des cas de force majeure que nous n'avons pas pu observer cette obligation légale. Dans le sillage de l'alinéa 2 de l'article 64 de la loi organique pré-rappelée, l'article 77, alinéa 2 de ce texte même dispose, je cite, « Les procureurs généraux portent la parole aux audiences solennelles de la rentrée judiciaire, aux audiences solennelles de la Cour d'appel. » Point de citation. Et ce conformément à cette obligation que j'ai jugé opportun d'axer ma mercuriale sur un sujet d'actualité, à savoir la répression de la cybercriminalité en droit congolais. L'intérêt de ces sujets est doublement avéré. D'abord dans la mesure où, d'une part, le monde se trouve envahi
par des nouvelles technologies d'information, notamment les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Twitter, WhatsApp et que sais-je encore, qui facilitent la commission de beaucoup d'infractions. Et d'autre part aussi, par l'avènement d'une récente législation en matière du numérique. J'ai cité l'ordonnance portant Code du numérique en droit congolais, ordonnance promulguée le 13 mai 2023 par le président de la République, chef de l'État. En effet, l'avènement du numérique a permis d'abolir les frontières de l'information, en réunissant les internautes autour d'un même débat en temps réel. À ces jours, le droit pénal est désormais face à un nouvel espace qu'il ne peut ignorer, à savoir les cyberespaces. C'est dans cet univers, en fait, que se développe la cybercriminalité qui, à notre époque, constitue une des formes de délinquance qui connaît plutôt une croissance spectaculaire. C'est pourquoi mon propos de ce jour a pour objectif 1. D'attirer l'attention des uns et des autres sur les dangers liés à la cybercriminalité. 2. De sensibiliser les potentiels contrevenants sur les peines encourues au cas où l'envie leur prendrait de pouvoir s'adonner à la cybercriminalité, soit à l'égard des entreprises ou encore des particuliers. Et 3. De susciter l'intérêt des opérateurs judiciaires, officiers du ministère public et officiers des polices judiciaires sur la nécessité de s'impliquer davantage dans la recherche et la répression des infractions relatives à la cybercriminalité dont l'impact est très important, allant des dommages financiers aux atteintes à la réputation d'honnêtes citoyens. Monsieur le Premier Président, honorables membres de la composition, mon exposé comprendra, outre l'introduction déjà brossée, 3 chapitres. Le premier chapitre sera consacré aux notions liées à la cybercriminalité. Dans le deuxième chapitre, il sera question de la répression de la cybercriminalité en droit congolais. Au troisième chapitre, je m'efforcerai de vous brosser les grandes lignes de la loi portant Code du numérique. Et enfin, une brève conclusion mettra un terme à notre analyse. Chapitre 1er, notion de cybercriminalité. Il est évident que l'Internet est parmi les meilleures inventions du XXIe siècle, dans la mesure où il offre des facilités d'apprentissage pour des recherches et l'auto-formation. Mais malheureusement, les opportunités inépuisables offertes par l'Internet ne sont pas toujours mises en avant pour un développement harmonieux. Ainsi, un bon nombre de citoyens, dits internautes, utilisent le côté négatif de l'Internet pour s'adonner à des pratiques en marge de la loi. Il sera donc question dans ces chapitres de définir la cybercriminalité et d'en donner les caractéristiques. Cybercriminalité, c'est un terme qui est issu du grec kuberman, qui signifie diriger ou gouverner. Au sens universel, le mot cybercriminalité fait référence à toute infraction susceptible d'être commise à l'aide d'un système ou d'un réseau informatique à partir d'un ordinateur. La cybercriminalité peut revêtir plusieurs formes et peut se produire à tout moment et en n'importe quel endroit. Elle présente 3 caractéristiques. Il y a l'anonymat, la possibilité de causer des dommages à grande échelle, ainsi que la commission par voie d'un réseau informatique. En effet, il est vraiment rare de trouver un internaute auteur de crimes qui renseigne directement son identité. Il se cache toujours derrière des pseudos. En outre, les conséquences d'un acte de piratage informatique, même d'une durée de 2 secondes, sont incalculables. Et enfin, l'ordinateur, qui pourtant est une formidable invention de l'Internet, est aussi malheureusement utilisé par les criminels qui mettent leur savoir-faire au service du mal.
Chapitre 2 de la répression de la cybercriminalité en droit congolais. Dans un État démocratique moderne, les droits fondamentaux constituent des piliers qui sous-tendent l'ensemble de l'ordre juridique et étatique. Il découle donc des articles 23 et 24, alinéas 1er et 2 de la Constitution du 18 février 2006, telle que révisée à ces jours, que le législateur est tenu de veiller à une protection effective et efficace des droits fondamentaux, notamment le droit à la libre communication ainsi que le droit à la liberté d'expression. Toutefois, au-delà de toute protection, les délinquants trouvent quand même sur Internet des opportunités pour pouvoir espionner, harceler, extorquer, usurper des identités ou encore diffuser des fausses informations. Et il leur arrive également de véhiculer des propos qui incitent à la haine, qui incitent au tribalisme. Et enfin, ils peuvent également mettre en scène des vidéos à caractère pornographique ou pédophile. Ces activités humaines se déploient désormais non pas sur un territoire tel que défini par la loi, mais plutôt dans le cyberespace numérique, au même titre que les espaces terrestres, maritimes et aériens. Personne, alors personne, n'est épargné par les dérives de l'Internet. Cyberharcèlement, cyberintimidation, cyberchantage, cyberarnaque en tout genre font un nombre plus croissant des victimes au sein de la société. Ainsi, par rapport à cela, l'état actuel de la législation congolaise en matière de numérique mérite d'être examiné. À ce jour, chaque pays engagé dans la croisade contre la cybercriminalité tient quand même à adapter son arsenal juridique plutôt à ces fléaux. Sinon alors, à mettre en place une législation conforme à cette nouvelle forme de criminalité. La République démocratique du Congo, soucieux du danger que représente cette nouvelle catégorie d'infraction, s'est finalement résolue à sortir de sa longue léthargie pour enfin emboîter les pas aux législations européennes et africaines qui déjà avaient pris de l'avance sur nous. En effet, il convient de révéler qu'il fut un temps où les victimes de la délinquance informatique étaient des laissés pour compte. Je le dis en pesant bien mes mots. Simplement parce que le décret du 30 janvier 1940 portant Code pénal congolais ne répondait ni clairement ni de manière satisfaisante aux questions majeures en rapport avec les infractions, par exemple de blanchiment d'argent, d'escroquerie en ligne, de fraude financière, crimes économiques, parce que ces infractions étaient réalisées à l'aide des technologies numériques que le code ou l'aspect que le code pénal ne prenait pas en charge. Et faute des textes particuliers, les cyberdélinquants étaient sanctionnés comme un criminel de droit commun. Et nous allons illustrer plutôt cet aspect en invoquant deux cas tirés directement de la réalité vécue dans les ressorts de l'ex-Katanga, à l'époque où n'existait pas encore de loi spécifique sur la cybercriminalité, mais nous avons été obligés de faire face à de tels cas. Nous allons les illustrer. Le premier cas, c'est l'affaire Mwalimou. Voici les faits. Monsieur Mwalimou est assistant à la faculté d'économie de l'université de Kinshasa. En février 2014, sous prétexte de dénoncer certaines mauvaises pratiques qui sévissaient au sein de cet alma mater, dont étaient victimes les étudiants non originaires, lesquelles pratiques consistaient à rabattre leurs cotes sans motif valable au profit des étudiants originaires de la province du Katanga, le précité va alors dans un écrit qu'il a publié et distribué sous le sceau de l'anonymat sur le campus universitaire,
ainsi qu'à d'autres personnes par messagerie électronique, notamment SMS et email, traiter tour à tour les recteurs, les doyens de la faculté d'économie, d'idiots, d'occultistes, des tribalistes, des corrompus, etc. Ces infractions ont été commises, vous conviendrez avec moi, à l'aide des messageries électroniques, c'est-à-dire SMS et email. C'est donc dans les cyberespaces plutôt qu'ils ont été commis. Mais ces faits, à l'époque, ont été qualifiés d'imputations dommageables et d'injures publiques, conformément aux articles 74 et 75 du Code pénal, livre 2. Deuxième cas, il y a l'affaire Kiwewa. Au courant du mois de mars 2014, des centaines de personnes ont reçu sur leur téléphone mobile ou sur leurs ordinateurs via plusieurs réseaux sociaux, à savoir Yahoo, Twitter, Facebook, YouTube, WhatsApp. Elles ont reçu des images obscènes à caractère pornographique montrant le nommé Kiwewa Fumumpoy et une demoiselle non autrement identifiée en intense activité sexuelle dans une chambre d'hôtel. Interpellé, l'inculpé qui s'est reconnu auteur de ces images a pourtant déclaré n'être point impliqué dans leur diffusion, ou mieux, dans leur mise en ligne. La diffusion de ces images pornographiques a été effectuée via les réseaux sociaux plutôt, sur des téléphones mobiles et sur les ordinateurs, au moyen d'un système d'information et de communication, principalement, j'ai cité l'Internet. Donc, c'est dans le cyberespace que ces faits ont été commis. Mais, malheureusement, nous avons qualifié ces faits d'outrage aux bonnes mœurs, conformément à l'article 176 du Code pénal, livre 2, simplement parce que nous n'avons pas pu trouver une disposition plus complète et plus adéquate à ces moments-là. Donc, ces faits illustrent à quel point le Code pénal, à un moment donné, était en défaut de sanctionner la cyberdélinquance. Monsieur le Premier Président, honorables membres de la Cour, après le code pénal congolais, nous avons également la loi cadre numéro 13/2002 du 16 octobre 2002 sur les télécommunications en République démocratique du Congo. Une autre loi assez avancée, certes, mais malheureusement qui ne prend en charge qu'un seul aspect, c'est-à-dire cette loi traite plutôt des infractions relatives au réseau des télécommunications. Donc, juste en 2002, nous n'avons pas encore une loi vraiment capable de prendre en charge la cybercriminalité. Chapitre 3, l'ordonnance loi numéro 23/010 du 13 mars 2023 portant code du numérique. Membre de la composition, dès son accession à la magistrature suprême, Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a résolu d'engager notre pays sur la voie de la transformation numérique. Et au nombre de piliers sur lesquels repose cette transformation, il fallait adapter la législation congolaise à l'information et de la communication aux normes internationales et à l'évolution technologique. La promulgation de l'ordonnance loi numéro 23/010 du 13 mars 2023 portant code du numérique est une grande avancée dans notre pays parce que ce code prend en charge plusieurs notions. À l'instar des notions relatives au commerce électronique, il y a la régulation des plateformes numériques, la protection des données à caractère personnel, la cybersécurité, ainsi que la lutte contre la cybercriminalité. Cette loi, c'est vraiment l'instrument juridique qui vient poser les bases de la réglementation et de la régulation du secteur numérique en République démocratique du Congo. Il constitue le droit commun de ce secteur et présente
entre autres avantages, le fait de combler des lacunes juridiques du code pénal congolais et aussi d'améliorer le climat des affaires. Cette loi prévoit une panoplie d'infractions dont les peines vont de l'amende à la privation plutôt des libertés. Nous pourrons citer quelques incriminations retenues par ces codes. Il y a la tromperie, la fraude informatique, l'usurpation d'identité, la divulgation des détails d'une enquête, la diffusion des contenus tribalistes, racistes, xénophobes et j'en passe. Certaines de ces infractions relèvent explicitement des compétences des juridictions militaires et d'autres même ont été versées dans la catégorie des crimes contre l'humanité et réprimées par des lourdes peines. Malheureusement, le temps qui nous est imparti ne nous permettra pas d'examiner chacune de ces infractions. Ainsi, je vous recommande vivement de vous procurer plutôt ce code, lequel a été publié au journal officiel d'ailleurs, et je vous promets que vous serez étonnés par l'étendue de son champ d'action, ainsi que par toutes les possibilités et les garanties que cette loi offre pour faire face à la cybercriminalité. Monsieur le Premier Président, honorables membres de la composition, je crois que je suis en train de chuter. Ainsi, en ma qualité de maître de l'action publique sur toute l'étendue du ressort, j'invite tous les magistrats du ministère public sous mes ordres, ainsi que tous les officiers de police judiciaire, tant à compétence générale que restreinte, de s'approprier le code, qui est un outil de recherche, afin de pouvoir rechercher activement les infractions relatives à la cybercriminalité et de se saisir de leurs auteurs sans aucun prétexte, car nul n'est censé ignorer la loi. Monsieur le Premier Président, honorés collègues, Monsieur le Président et conseiller de la Cour d'appel, pour le Président de la République, je requiers qu'il plaise à la Cour de déclarer qu'elle reprend ses travaux. Je vous remercie. Excellences, Messieurs les gouverneurs, distingués invités, l'article 64 de la loi numéro 13/018-B du 11 avril 2013 portant organisation, fonctionnement et compétences des juridictions de l'ordre judiciaire dispose le 15 octobre de chaque année, la Cour de cassation se réunit en audience solennelle et publique au cours de laquelle le premier président prononce un discours, le procureur général une mercuriale et les bâtonniers du barreau près la Cour de cassation une allocation. Il est tenu une audience similaire devant chaque cour d'appel le 29 octobre de chaque année. La Cour d'appel de l'Ituri tient la sienne ce jour légèrement au-delà de la date réglementaire, uniquement pour des raisons d'ordre organisationnel. Avant de poursuivre mon propos, permettez-moi de rendre hommage au président de la République, chef de l'État et magistrat suprême, pour sa vision de la justice qu'il veut être un levier dans la lutte contre l'impunité, la corruption et dans l'avènement d'un État de droit en République démocratique du Congo. Mes remerciements s'adressent également à Monsieur le gouverneur militaire de la province de l'Ituri pour sa sollicitude, preuve d'une bonne collaboration entre les institutions publiques provinciales, gage de la consolidation de l'autorité de l'État dans la province. Excellences, Messieurs les gouverneurs, distingués invités, par le traité relatif à l'harmonisation du droit des affaires en Afrique, signé le 17 octobre 1993 à Port-Louis et révisé à Québec le 17 octobre 2008, quelques États africains ont créé l'Organisation pour l'harmonisation du droit des affaires en Afrique, OHADA en sigle. Ce traité a pour objectif principal
de remédier à l'insécurité juridique et judiciaire existant dans les États parties. La République démocratique du Congo, notre pays, partageant les soucis ressentis par d'autres États, a décidé d'adhérer à ces traités. C'est ainsi qu'en application de la loi numéro 10/00D du 11 février 2010, autorisant l'adhésion de la République démocratique du Congo au traité OHADA, le ministre congolais de la Justice a déposé les instruments de ratification du dit traité en date du 13 juillet 2012. Il s'ensuit qu'à partir de cette date, le droit OHADA est devenu d'application en République démocratique du Congo et fait désormais partie intégrante de son arsenal juridique, avec ceci des particuliers qu'il a une autorité supérieure à celle des lois internes en vertu de l'article 215 de notre Constitution, qui consacre le monisme avec primauté du droit international. Parmi les institutions mises en place par le traité OHADA figure la Cour commune de justice et d'arbitrage, à côté de la conférence des chefs d'État et du gouvernement, du Conseil des ministres, du secrétariat et du secrétariat permanent. Cette juridiction exerce 4 fonctions suivantes: la fonction consultative, la fonction interprétative, la fonction de cassation et la fonction d'annulation. En matière d'annulation, elle peut être saisie lorsqu'une juridiction nationale statuant en cassation a méconnu sa compétence, auquel cas elle est compétente pour annuler la décision rendue par cette juridiction. Depuis l'adhésion de notre pays au traité OHADA, un conflit semble s'installer entre la Cour commune de justice et d'arbitrage et la Cour de cassation congolaise en matière d'annulation, particulièrement lorsque celle-ci statue en matière de prise à partie des magistrats. En vue d'apporter notre modeste contribution sur le règlement de cette situation, nous avons choisi de vous entretenir sur les thèmes ci-après. La prise à partie des magistrats devant la Cour de cassation à l'aune du droit OHADA. Notre propos sera subdivisé en 3 petites parties. La première partie traitera de la prise à partie des magistrats en droit congolais. La deuxième partie portera sur la répartition des compétences entre la Cour commune de justice et d'arbitrage et la Cour de cassation en matière de prise à partie. Et la troisième partie portera sur les pistes pour la prévention d'un empiètement des compétences de la Cour commune de justice et d'arbitrage par la Cour de cassation. Introduction. La vétusté des textes juridiques en vigueur, dont la plupart datent de l'époque de la colonisation et ne correspondent plus à la situation économique et aux rapports internationaux, a attiré l'attention de certains États africains. Dans ces pays, très peu de réformes ont été entreprises dans les domaines du droit des affaires, chaque État légiférant sans tenir compte de la législation des autres États. À cela s'ajoutent l'énorme difficulté pour les justiciables, comme pour les professionnels, de connaître les textes juridiques applicables. Au regard de ces constats, les États ont convenu d'harmoniser et de moderniser leurs droits des affaires afin de garantir la sécurité juridique et judiciaire pour les investisseurs et les entreprises, en signant en date du 17 octobre 1993 à Port-Louis les traités relatifs à l'harmonisation du droit des affaires en Afrique. Pour donner effet à leur engagement, les États ont consacré à l'article 10 du traité la supériorité du droit OHADA sur les droits internes des États parties et le caractère abrogatoire du droit interne antérieur et postérieur, mais contraire au droit OHADA. Dans cette perspective, ils ont institué une Cour commune de justice et d'arbitrage dont le rôle est d'assurer l'interprétation et l'application du traité, des règlements pris pour son application et des actes uniformes, de donner des avis consultatifs sollicités par tout État parti, par le Conseil des ministres ou encore par toute juridiction nationale, sur tout contentieux relatif à l'application des actes uniformes,
et de statuer sur les recours en cassation introduits contre les décisions rendues par les juridictions d'appel des États partis dans toutes les affaires soulevant des questions relatives à l'application des actes uniformes et des règlements, à l'exception des décisions appliquant les sanctions pénales. De son côté, le droit congolais, à travers la loi numéro 13/2010 du 19 février 2013 portant procédure devant la Cour de cassation, organise en ses articles 55 à 64 la procédure de prise à partie des magistrats en cas de dol, de concussion ou de déni de justice. À cet égard, un juge qui a commis un dol, une concussion ou un déni de justice en matière de droit des affaires peut être pris à partie devant la Cour de cassation et si la requête est fondée, sa décision peut être annulée. Pourtant, la compétence pour annuler les décisions rendues en dernier ressort par les juridictions nationales des États membres de l'OHADA dans les affaires soulevant des questions relatives à l'application et à l'interprétation des actes uniformes et des règlements OHADA est exclusivement réservée à la Cour commune de justice et d'arbitrage. Les effets de la prise à partie et de la cassation en matière de droits des affaires apparaissent ici comme quasi identiques. Cette étude se propose d'examiner si la Cour de cassation, en exerçant sa compétence en pareil cas, n'empiète pas sur les compétences d'annulation de la Cour commune de justice. Et dans l'affirmative, quelles sont les pistes appropriées pour éviter cet empiètement? Pour mener notre réflexion, nous avons fait usage de la méthode juridique dans son approche d'analyse critique soutenue par la technique documentaire. À cet effet, nous avons, à la lumière de la loi congolaise et du traité OHADA, rapproché les compétences de la Cour de cassation à celles de la Cour commune de justice, et d'arbitrage, afin de dégager les risques d'empiètement spécifiquement en matière de prise à partie. Première partie, la prise à partie des magistrats en droit congolais. La prise à partie est une procédure spéciale qui se déroule devant la Cour de cassation. Comme toute institution juridique, elle a une historique et dispose d'un contenu propre. Point 1. Preuve historique et définition de la prise à partie. La prise à partie est une notion ancienne. Historiquement, il est rapporté qu'elle tire ses origines au XIXe siècle, à l'époque où la justice était aux mains des seigneurs féodaux. Lorsqu'un plaider constatait que les jugements rendus étaient faux et mauvais, il pouvait faire appel contre ces jugements. L'appel consistait en un duel judiciaire qui avait lieu dans la cour du seigneur immédiatement supérieure. En droit romain, il existait dans la législation une action dite prétorienne qui consistait en la condamnation d'un juge qui n'aurait pas correctement exécuté ses fonctions de dire les droits. Dans l'ancien régime français, les juges ayant prononcé une décision unique pouvaient être conduits en duel par la partie lésée. À la suite d'une réforme procédurale, les juges infâmes étaient appelés devant les parlements. Après avoir adopté la prise à partie, la législation française l'a cependant abrogée depuis la loi du 18 janvier 1979. Nos traditions africaines renseignent que les juges infâmes étaient disqualifiés soit par la décision du roi dans les empires et royaumes, soit par les conseils du chef de chefferie ou du clan dans les entités de petite dimension. La sanction allait jusqu'à la perte de la qualité du juge du clan, des chefferies ou celle du magistrat de la cour du roi. L'infamie frappait alors les clans et la lignée du juge dans la mesure où la réparation du préjudice subi par les plaidaires était assurée par ces collectivités. En droit judiciaire congolais,
la prise à partie date de l'époque de l'État indépendant du Congo. En effet, le roi Léopold II l'avait prévu et les juges compétents pour y statuer étaient le Conseil supérieur siégeant à Bruxelles pour l'État indépendant du Congo. En 1908, la Belgique, qui s'était substituée au roi Léopold II en instituant l'État en colonie belge, a revu cette procédure en attribuant la compétence aux cours d'appel. Avec l'amélioration des communications et la gravité de la procédure elle-même, la réforme judiciaire a attribué la connaissance de la prise à partie à la Cour suprême de justice dans la législation belge. Contrairement à la loi belge, la législation congolaise coloniale en la matière n'avait pas prévu une condamnation du demandeur débouté au paiement des dommages et intérêts éventuels en faveur du magistrat mis en cause et à une amende obligatoire qui avait été supprimée par la suite en 1930. Le décret du 7 mars 1960 portant code de procédure civile a introduit la notion de dommages et intérêts éventuels à allouer aux parties si la requête était rejetée ou si le demandeur était débouté. Le décret a prévu des dommages et intérêts sans condamnation du demandeur débouté à l'amende obligatoire. L'ordonnance numéro 82/017 du 31 mars 1982 relative à la procédure devant la Cour suprême de justice a abrogé les articles 96 à 104 du décret du 7 mars 1960 portant code de procédure civile qui régissait la prise à partie et y a pourvu ses propres articles 58 à 67 étant donné que la prise à partie était devenue de la compétence de la Cour suprême de justice. D'après cette loi, le demandeur qui aura poursuivi la prise à partie avec mauvaise foi ou légèreté peut être condamné d'office à une amende et le magistrat pris à partie de façon téméraire et vexatoire peut reconventionnellement postuler des dommages et intérêts. La loi organique numéro 13/010 19 février 2013 relative à la prise à partie devant la Cour de cassation a reconduit les dispositions de celle numéro 82/017 du 31 mars 1982 avec quelques innovations, notamment la suppression de la phase d'autorisation et de la condamnation d'office à une amende du demandeur qui aura poursuivi en prise à partie avec mauvaise foi ou légèreté. Il s'observe que la nécessité de veiller à ce que les juges exécutent correctement leurs fonctions de dire les droits en évitant des décisions iniques est un impératif datant de tout le temps. Ceci a toujours été le but de l'institution de la prise à partie dont la définition mérite d'être donnée. Définition de la prise à partie. La prise à partie est régie en République démocratique du Congo par la loi numéro 13/010 19 février 2013 relative à la procédure devant la Cour de cassation, spécialement dans ses articles 55 à 64. Cette loi ne définit pas la prise à partie, mais se limite uniquement à donner les causes de son ouverture et la procédure. Ainsi, la définition de cette notion est l'œuvre de la doctrine et de la jurisprudence. Pour Antoine Ribens, la prise à partie est entendue comme une action en dommages-intérêts au titre du préjudice causé aux justiciables par des magistrats du chef de certaines fautes définies par la loi. Pour sa part, Lubaki Makanga définit la prise à partie comme étant une action en responsabilité dirigée par un plaideur contre un magistrat qui, à l'occasion de l'instruction d'une cause ou lors de la décision rendue, a commis un dol ou une concession ou s'est rendu coupable de déni de justice. La Cour suprême de justice, actuelle Cour de cassation quant à elle, considère la prise à partie comme une action qui tend essentiellement à sanctionner la responsabilité civile du magistrat et à réparer le préjudice causé à un plaideur par une faute professionnelle. Trois éléments fondamentaux résultent de ces définitions pour caractériser la prise à partie. Il s'agit
une faute professionnelle du magistrat reposant sur un fait défini par la loi, une responsabilité civile justifiant une réparation en faveur des justiciables victimes et une annulation de la décision ou de l'acte du magistrat fautif. Les causes d'ouverture de la prise à partie des magistrats. La prise à partie des magistrats, la prise à partie peut être initiée contre tout magistrat de l'ordre judiciaire s'il y a dol ou concussion commis soit dans le cours de l'instruction, soit lors de la décision rendue, et s'il y a déni de justice dont il faut préciser le contenu avant de parler de leurs conséquences sur la bonne administration de la justice. Contenu des fautes justifiant la prise à partie. Primo, le dol. Le dol est une violation volontaire du droit par les magistrats pour aboutir à une conclusion erronée dans le but d'accorder un avantage indu à une partie. Il se caractérise par la mauvaise foi, par des artifices, par des manœuvres qui donnent à la décision une valeur juridique apparente. Le dol requis pour la prise à partie des magistrats est celui prévu en droit civil, constitué par une manœuvre frauduleuse, une machination destinée à tromper un plaideur dans le cours de l'instruction ou lors de la décision rendue, mais non celui en droit pénal consistant notamment dans l'intention frauduleuse ou intention de nuire et constituant l'élément moral de l'infraction. Partant de ces caractéristiques, la Cour suprême de justice a jugé que le dol est caractérisé par les artifices et les manœuvres auxquels les magistrats pris à partie ont recouru pour donner à leur décision les apparences d'une décision juridiquement valable, alors que les griefs relevés dénotent clairement qu'en réalité, ils étaient résolus à favoriser une partie par l'adoption facile de sa thèse, pourtant bâtie en brèche, telle qui résulte du jugement du premier degré. Ces manœuvres et artifices peuvent avoir pour but soit de tromper la justice, soit pour favoriser une partie ou pour le nuire, soit servir un intérêt personnel. Le dol peut consister également en une mauvaise foi, notamment dans le fait pour un magistrat d'avoir omis de signaler certaines stipulations de la convention passée entre parties et de faire un résumé tronqué des autres en les escamotant, ou le fait de donner une version erronée des faits sciemment conçue comme artifice pour rendre vraisemblable l'interprétation de la loi et la décision prise. Commet aussi un dol par mauvaise foi les magistrats incriminés qui esquivent de répondre à l'exception d'irrécevabilité dont il était saisi, en l'espèce l'exception des prescriptions de l'action en matière du travail. Il en sera de même des magistrats qui reçoivent en reprise d'instance une autre action que l'action originaire et qui l'assimilent à cette dernière pour condamner la victime à des sommes postulées par les demandeurs en reprise d'instance. Il en est de même des magistrats qui fixent ex aequo et bono et à monnaie étrangère le décompte final, la gratification et l'indemnisation des congés au profit d'un travailleur dont le salaire fixé à monnaie nationale lui était connu et aurait dû lui servir de référence objective. C'est le cas aussi du magistrat qui tronque la motivation de sa décision et saute volontairement les éléments du dossier pour statuer sur les sommes postulées dans le but de favoriser une des parties. L'erreur grossière du droit est aussi considérée par la loi comme équivalente au droit. C'est dans ce sens qu'il a été jugé qu'est établi les dols reprochés aux juges d'appel qui, en dépit de leur grande expérience dans la profession, ont réussi et dû fonder l'appel formé contre une décision rendue sur une tierce opposition par une juridiction d'appel au mépris du brocard appel sur appel nouveau. Une omission délibérée constitue également une faute professionnelle lourde qui dénote la résolution de favoriser une partie au procès et est équivalente au dol. Secondo, la concussion. D'exiger ou de recevoir ce qu'il savait n'être pas dû ou excéder ce qui est dit pour droit, taxes, impôts, revenus, intérêts, revenus ou intérêts, salaire ou traitement.
Ce même comportement est érigé en infraction par l'article 146 du Code pénal congolais, livre 2. Ainsi, commet la concussion un magistrat qui exige des amendes transactionnelles dans un dossier civil ou encore qui exige plus que ce qui est prévu par la loi dans un dossier pénal. C'est le cas d'un magistrat du parquet qui reçoit ce qu'il sait ne pas être dit dans le cadre de l'instruction préparatoire qu'il mène en matière pénale. En parcourant la jurisprudence congolaise en matière de prise à partie, il s'observe qu'il n'existe presque pas d'action en prise à partie basée sur la concussion des magistrats à cause des difficultés auxquelles sont confrontés les justiciables pour prouver ces comportements dans les chefs de certains magistrats. Tertio, le déni de justice. Il y a déni de justice lorsque le magistrat refuse de procéder au devoir de sa charge ou néglige de juger les affaires en état d'être jugées. Pour être prouvé, ce refus doit être constaté par des sommations faites par l'huissier et adressées au magistrat à 8 jours d'intervalle au moins. C'est le refus de remplir un devoir de sa charge et notamment de juger une affaire en état, mais aussi de rendre une ordonnance ou d'accomplir les actes nécessaires du ministère public qui constituent en pareil cas le déni de justice. Il faudrait pour cela un refus caractérisé, persistant après les 2 mises en demeure prescrites par la loi. La Cour suprême de justice considère que sont coupables de déni de justice les juges qui, en dépit des 2 sommations faites par l'huissier, d'une part, n'ont accompli aucune démarche, soit pour faire refixer la cause qui était pendante devant leur siège en passant par les greffes, soit pour faire savoir aux parties qu'il leur incombait de contacter les greffes de leur juridiction pour faire revenir l'affaire ainsi que l'exige l'article 69 du Code de procédure civile, et d'autre part, après avoir décidé d'office la surséance en vertu du principe les criminels tiennent les civils en état, n'ont rien fait pour s'enquérir auprès des autorités du ministère public afin de connaître l'issue de l'action répressive qui avait justifié la surséance. Il en serait de même pour un magistrat qui, saisi d'une action en divorce, préfère, en application de l'article 52 du Code de la famille, se borner dans une première décision à prononcer le divorce et réserver le règlement des autres conflits que soulèvent les divorces, notamment la garde des enfants et la liquidation du régime matrimonial, pour une décision complémentaire et qui, dans les 6 mois après le jugement qui a prononcé le divorce, s'abstient de rendre la décision complémentaire. Pour être coupable de déni de justice, le magistrat doit avoir dépassé les délais prévus pour l'accomplissement des devoirs de sa charge ou de juger une affaire en état. Ainsi, commet un déni de justice un magistrat du parquet qui n'a pas donné son avis en ayant 30 jours en matière civile, commerciale et du travail, et un juge qui n'a pas prononcé sa décision dans les 10 jours en matière pénale et dans les 30 jours en matière civile et commerciale. En ce qui concerne les délais d'instruction, disons qu'en matière de violences sexuelles, l'enquête préliminaire se fait dans un délai d'1 mois à partir de la saisine de l'autorité judiciaire, tandis que l'instruction et le prononcé du jugement se font dans un délai de 3 mois maximum. Le droit congolais reste muet quant au délai d'instruction pour les autres infractions. En revanche, en matière civile, aucune cause ne peut faire l'objet de 3 remises pour être instruite et plaidée, sauf autorisation expresse du président de la Cour ou du tribunal, ou de 30 jours pour recevoir l'avis du ministère public. Les fautes qui fondent la prise à partie, telles qu'examinées ci-dessus, entraînent plusieurs conséquences. Petit point D, conséquences des fautes donnant liées à la prise à partie. La violation du droit à un tribunal indépendant et impartial et du droit d'accès à un tribunal sont principalement les conséquences qu'entraînent les fautes donnant liées à la prise à partie, particulièrement les dols et les dénis de justice. Petit a, violation du droit à un tribunal indépendant et impartial. Le droit à un tribunal indépendant et impartial
fait partie des garanties judiciaires pour un procès équitable. Il est prévu par l'article 10 de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Par contre, les magistrats pris à partie disposent seulement de 15 jours à dater de la notification pour fournir ces moyens de défense. Cette disposition crée une différence de traitement entre les demandeurs en prise à partie et les magistrats mis en cause et place ces derniers dans une position de désavantage par rapport aux demandeurs en prise à partie, surtout lorsque les magistrats poursuivis travaillent dans les localités reculées où les occasions de voyage pour Kinshasa, siège de la Cour de cassation, sont rares ou très irrégulières. Point 2, la répartition, deuxième partie donc, la répartition des compétences entre la Cour commune de justice et d'arbitrage et la Cour de cassation en matière de prise à partie. En examinant les textes régissant les deux juridictions, il ressort que leurs compétences y sont clairement précisées, mais la difficulté surgit à l'occasion de leur exercice. En effet, il s'observe que la question de l'incompétence de la Cour de cassation a été plusieurs fois soulevée au cours de plusieurs procédures en prise à partie lorsque les juges des tribunaux de commerce étaient mis en cause. Ces juridictions étant celles qui sont compétentes pour statuer sur les affaires soulevant l'application et l'interprétation du traité OHADA et des actes uniformes OHADA. De même, la Cour commune de justice et d'arbitrage a eu aussi à être saisie d'un recours contre une décision rendue par la Cour de cassation en matière de prise à partie, au motif que la matière faisant objet du jugement rendu par les juges mis en cause échappait à sa compétence. Ces deux juridictions se sont prononcées et leurs positions respectives méritent d'être épinglées pour pouvoir identifier l'existence ou non d'un conflit. Point 2.1. Position de la Cour de cassation sur sa compétence en matière de prise à partie des magistrats ayant rendu une décision sur une question soulevant l'application et l'interprétation du traité OHADA et des actes uniformes OHADA. Répondant à l'exception d'incompétence soulevée dans l'affaire RPP 947, fondée sur le fait que les magistrats mis en cause étaient un juge du tribunal de commerce, juridiction qui connaît des affaires dont les pourvois relèvent de la compétence de la Cour commune de justice et d'arbitrage, la Cour suprême de justice, se basant sur les articles 55 de la loi organique numéro 13/010 du 19 février 2013 relative à la procédure devant la Cour de cassation et 2 de la loi organique numéro 13/011 du 11 avril 2013 portant organisation, fonctionnement et compétences des juridictions de l'ordre judiciaire, a décidé que les juges de commerce et magistrats de l'ordre judiciaire et qu'à ce titre, ils rentrent dans le champ d'application de l'article 55 de la loi organique numéro 13/010 19 février 2013 qui dispose que tout magistrat de l'ordre judiciaire peut être pris à partie. Aussi, dans l'affaire RPP 149, la Cour de cassation a condamné le magistrat IJL, président du tribunal de commerce pour dol, au motif que ce dernier a pris une ordonnance portant injonction de payer contre la société Bralima et dit l'opposition de cette société sous RCE 030, recevable mais non fondée, sans document justificatif de la créance que détiendraient les demandeurs sur cette dernière. Dans cette affaire, les magistrats mis en cause avaient soulevé l'exception d'incompétence de la Cour de cassation sur pied des articles 14 et 18 du traité OHADA, mais la Cour ne l'avait pas suivi. Également dans l'affaire RPP 10-17, la Cour suprême de justice avait condamné pour dol les magistrats AM du tribunal de commerce de Lubumbashi, après avoir déclaré recevable mais non fondée l'exception d'irrecevabilité de la requête en prise à partie soulevée par ce dernier, fondée sur le fait que les litiges dont il était saisi et dans laquelle il a rendu une décision portaient sur une matière relevant du droit OHADA dont l'annulation échappe à la Cour suprême de justice. Il s'observe que dans ces décisions, la Cour suprême de justice, actuelle Cour de cassation, a limité l'appréciation de sa compétence
uniquement sur les statuts des magistrats mis en cause, magistrats de l'ordre judiciaire, sans un moindre égard à l'objet du litige sur lequel est assis le dol ayant justifié la condamnation. En annulant les décisions rendues par ces magistrats par la procédure de prise à partie, la Cour de cassation a vidé de leur substance les pourvois en cassation que les parties lésées par ces décisions pourraient éventuellement exercer devant la Cour commune de justice et d'arbitrage. Point DD. Position de la Cour commune de justice et d'arbitrage sur sa compétence en matière de recours contre une décision de la Cour de cassation siégeant en prise à partie des magistrats ayant rendu une décision dans une affaire soulevant des questions relatives à l'application et à l'interprétation du traité OHADA et des actes uniformes OHADA. La Cour commune de justice et d'arbitrage a été saisie d'un pourvoi contre un arrêt rendu par la Cour suprême de justice de la République démocratique du Congo, siégeant en matière de prise à partie dans l'affaire numéro 158/2016. Par son arrêt du 27 octobre 2016, la Cour commune de justice et d'arbitrage a décliné sa compétence en matière de prise à partie au motif que cette matière ne relève pas des actes uniformes, mais du droit interne d'un État parti et que, partant, les conditions de sa compétence telles que précisées à l'article 14, alinéa 3 et 4 du traité n'étaient pas réunies. Dans cette affaire, la société CREC, Ressources Universales, et MKM avaient choisi la Cour suprême de justice de la RDC pour dol contre le magistrat AM afin de faire établir sa responsabilité civile et demander réparation des préjudices qu'ils avaient subis par sa faute suite au jugement RAC 1147 rendu le 20 janvier 2014 en dépit des appels par effet sur les irrégularités dont était entachée la procédure. Ainsi saisie, la Cour suprême de justice rendit en date du 5 juin 2015 l'arrêt RPP 1017 condamnant ces magistrats. C'est contre cet arrêt que les magistrats condamnés en prise à partie fit recours devant la Cour commune de justice et d'arbitrage. La Cour commune de justice et d'arbitrage a estimé que la prise à partie ne relève pas des actes uniformes mais du droit interne et qu'en conséquence elle était incompétente. Mais en regardant en profondeur, il s'avère que la prise à partie initiée contre les magistrats était basée sur une décision qu'il a rendue, laquelle portait sur une affaire soulevant des questions procédurales relatives à l'application des actes uniformes dont le pourvoi est de la compétence de la Cour commune de justice et d'arbitrage. En outre, la Cour suprême de justice ne pouvait procéder à l'annulation du jugement rendu par les juges mis en cause pour dol sans examiner préalablement de quelle manière le droit a été appliqué pour déceler le dol. Or, considérer que comme le recours est dirigé contre une décision rendue en matière de prise à partie sans égard à l'objet du litige sur lequel les magistrats mis en cause avaient statué, c'est s'arrêter à mi-chemin, surtout que dans son arrêt, la Cour suprême de justice a annulé la dite décision. La position de la Cour commune de justice et d'arbitrage serait justifiable, à notre avis, à la suite de la prise à partie. Si, à la suite de la prise à partie, la Cour suprême de justice se limiterait à statuer uniquement sur la responsabilité du magistrat sans anéantir la décision rendue. Mais en annulant cette décision, qui pourtant porte sur un litige soulevant des questions relatives à l'application du traité et des actes uniformes OHADA, la Cour suprême de justice empiète dangereusement sur la compétence de la CCJ. En plus, lorsque le dol reproché aux magistrats repose par exemple sur une interprétation tronquée d'un acte uniforme OHADA dans le but de favoriser une partie au procès, il est évident que la décision condamnant les magistrats condamnant en prise à partie ces magistrats porte sur une question relative à l'interprétation des actes uniformes. Et il serait en pareil cas dangereux qu'elle échappe au contrôle de la Cour commune de justice et d'arbitrage, surtout lorsqu'elle émane
de la Cour suprême de justice. On remarque que d'un côté, la Cour de cassation de la République démocratique du Congo confirme sa compétence pour statuer sur les prises à partie des magistrats, même lorsque ces derniers ont rendu leur décision dans les affaires soulevant des questions relatives à l'application et à l'interprétation du traité et des actes uniformes OHADA. Mais de l'autre côté, la Cour commune de justice et d'arbitrage décline sa compétence pour connaître des recours en cassation contre les décisions rendues en prise à partie par la Cour de cassation nationale. Ces positions jurisprudentielles favorisent le risque d'empiètement de la Cour de cassation sur les compétences de la Cour commune de justice et d'arbitrage, dès lors que c'est à celle-ci qu'il revient de manière exclusive la compétence d'annuler les décisions rendues en dernier ressort par les juridictions nationales dans les matières soulevant les questions relatives à l'application et à l'interprétation du traité et des actes uniformes OHADA, compétence que s'arroge la Cour de cassation à travers la procédure de prise à partie. Troisième partie, piste pour prévenir un éventuel empiètement des compétences de la Cour commune de justice par la Cour de cassation siégeant en matière de prise à partie sur l'application et l'interprétation du droit OHADA. Plusieurs hypothèses sont envisageables pour prévenir les risques d'empiètement des compétences aux compétences de la CCJA par la Cour de cassation de la République démocratique du Congo. Celles-ci partent de l'attribution d'une compétence exclusive à chacune des deux juridictions, en passant par l'institution d'une compétence partagée, la suppression pure et simple de la procédure de prise à partie, jusqu'à une réforme de l'article 18 du traité OHADA. Primo, attribution d'une compétence exclusive à la Cour de cassation nationale. C'est cette hypothèse qui est d'application actuellement. En effet, pour le moment, il n'existe pas de texte qui confère directement à la CCJA une compétence quelconque en matière de prise à partie des magistrats. Celle-ci est exclusivement exercée par les juridictions nationales, en l'occurrence la Cour de cassation dans le cas de la République démocratique du Congo. Cette situation présente un inconvénient, à savoir les risques d'empiètement par la Cour de cassation aux compétences de la Cour commune de justice et d'arbitrage, car la prise à partie est devenue incidemment une voie d'annulation au même titre que les pourvois en cassation. D'autre part, si pendant qu'une partie au jugement rendu par un magistrat prend ce dernier en prise à partie devant la Cour de cassation, une autre partie saisit la Cour commune de justice en cassation contre le même jugement, il y a risque d'arriver à des décisions contradictoires lorsque, pendant que la Cour de cassation a condamné le magistrat pour dol et annulé sa décision, la Cour commune de justice la confirme en rejetant les pourvois ou en les déclarant non fondés. Et dans ces cas, les deux juridictions ayant été saisies sous deux statuts différents, l'une en prise à partie et l'autre en cassation, l'article 16 du traité OHADA ne sera pas d'application. La coexistence des deux décisions contradictoires sera une source d'insécurité juridique pouvant amener les parties à des affrontements déplorables. Deuxième hypothèse, attribution d'une compétence exclusive à la CCJ. La compétence exclusive de la CCJA est envisagée à l'article 14 du traité OHADA lorsqu'il s'agit de connaître du recours en cassation contre les décisions rendues par les juridictions d'appel national dans toutes les affaires soulevant des questions relatives à l'application du traité et des actes uniformes OHADA. Il se dégage de cette disposition que la CCJA est toujours compétente lorsque les juridictions inférieures ont appliqué les traités OHADA, ont appliqué les textes OHADA, peu importe si après cassation et évocation, il s'avérait qu'aucun texte de l'OHADA n'était applicable. En d'autres termes, dès lors que les premiers juges font application, même à tort, des textes OHADA, c'est la Cour commune de justice et d'arbitrage qui doit être saisie
d'un pourvoi en cassation et il lui appartient à elle seule de dire après examen au fond que le texte OHADA était inapplicable en l'espèce. Cependant, cette disposition ne concerne que la saisine de la CCJA en cassation et n'envisage pas l'hypothèse de saisine en prise à partie, même si l'affaire qui a été jugée par les magistrats prise à partie concernait un litige soulevant des questions relatives à l'application et à l'interprétation du traité et des actes uniformes OHADA. Ainsi, l'hypothèse d'attribuer à la CCJA la compétence de statuer sur la prise à partie de manière exclusive n'est prévue par aucun texte. Mais si l'on devrait y arriver, elle ne serait pas sans inconvénient. En effet, la prise à partie est une procédure par laquelle sont mis en cause les magistrats. Or, ces derniers sont les animateurs d'un service public qu'est la justice, un des attributs de la souveraineté d'un État. Ainsi, laisser exclusivement à la CCJA la compétence de connaître de la prise à partie à charge des magistrats, procédure mettant en cause la responsabilité civile du magistrat et l'État comme sont suffisamment responsables, serait porter atteinte à la souveraineté de l'État. Troisième hypothèse, institution d'une compétence partagée entre la Cour de cassation et la Cour commune de justice et d'arbitrage. La position envisagée ici serait celle de limiter la prise à partie devant la Cour de cassation sur la faute professionnelle du magistrat et laisser à la CCJA les soins de statuer sur le sol du jugement rendu par les magistrats mis en cause. En d'autres termes, saisie d'une requête en prise à partie, la Cour de cassation se limiterait, dans cette hypothèse, à constater la faute professionnelle du magistrat et statuer sur la responsabilité civile sans se prononcer sur le sort du jugement qu'il a rendu, cette compétence étant réservée à la CCJA. Disons que l'hypothèse de saisine simultanée ou successive de la CCJA et de la Cour de cassation nationale est envisagée par l'article 16 du traité OHADA, en disposant que, dès la saisine de la CCJA, toute procédure de cassation engagée devant une juridiction nationale contre la décision attaquée en cassation devant la Cour commune de justice et d'arbitrage doit être suspendue. Cette disposition prévient tout risque de conflit entre la Cour commune de justice et d'arbitrage et les juridictions suprêmes nationales. Cette suspension s'impose que la CCJA ait été saisie avant ou après la juridiction nationale de cassation. L'article 15 du même traité OHADA renforce cette prévention lorsqu'il prévoit qu'une juridiction nationale statuant en cassation saisie d'une affaire soulevant les questions relatives à l'application des actes uniformes doit renvoyer l'affaire à la CCJ. Par contre, lorsque les litiges portent à la fois sur des questions du droit uniforme et du droit interne, il faut rendre à la CCJA ce qui lui est dit et à la Cour de cassation ce qui lui revient. La Cour suprême du Niger a pris position par rapport à un tel conflit dans un arrêt du 16 août 2001. Elle a d'abord considéré que l'article 18 du traité OHADA signifie que la compétence de la CCJA n'est pas exclusive de celle des juridictions nationales. Elle a ensuite estimé que la CCJA n'étant compétente que pour l'interprétation et l'application des actes uniformes, la Cour suprême nationale n'a pas à renvoyer le pourvoi devant la CCJA si cette voie de recours est fondée de façon prépondérante, non sur la violation d'un acte uniforme, mais comme à l'espèce sur celle des règles du Code civil et du Code civil. Ce partage de compétences n'est envisageable que lorsque les deux juridictions sont saisies en cassation. Il apparaît que l'hypothèse de saisine de l'une en prise à partie et l'autre en cassation n'est pas concernée ici. Même si elle serait prévue, il faut retenir qu'il n'est pas toujours facile de fractionner le procès en deux parties distinctes, notamment lorsque de la solution d'une question dépend celle de l'autre.
en matière de prise à partie, l'annulation du jugement rendu par les magistrats condamnés est une conséquence logique de la faute professionnelle commise par ces derniers, entraînant sa responsabilité civile solidairement avec l'État. Ainsi, ces deux aspects sont tellement connexes qu'il serait impossible de statuer sur la responsabilité civile du magistrat sans préjuger du sort de la décision qu'il a rendue. C'est pour cette raison que le règlement de tout conflit de compétences entre juridictions aboutit toujours à l'attribution de la compétence à une juridiction au détriment d'une autre, et c'est pour prévenir tout risque de contrariété des décisions susceptibles de créer une insécurité juridique. D'autre part, ce fractionnement des procédures entraînerait une lourdeur, mais aussi une dispersion des moyens des justiciables. Quatrième hypothèse, suppression de la procédure de prise à partie contre les magistrats ayant statué sur une affaire soulevant des questions relatives à l'application et à l'interprétation du traité et des actes uniformes OADA. La suppression de la procédure de prise à partie est une alternative qui a déjà été préconisée par le professeur Massamba. Pour enrayer les risques d'obstruction que peut entraîner en certaines circonstances la prise à partie sur une procédure pendante devant la haute juridiction communautaire, cet éminent professeur suggère d'assortir cette procédure des limites légales en l'empêchant en matière commerciale. Il conviendrait, estime-t-il, d'édicter le principe de son inapplicabilité à l'égard de toute décision susceptible d'un recours devant la haute juridiction communautaire. À cet égard, une révision du règlement des procédures de la CCJA s'imposerait. À défaut, il importerait de préconiser un tel principe aux États partis qui n'en disposeraient pas par voie d'une loi type. Par ailleurs, il peut arriver que les partis qui ont été déboutés de leur pourvoi devant la CCJA viennent reprendre les procès au niveau national en recourant à la procédure de prise à partie, surtout lorsque la décision ne leur a jamais été notifiée. De même, celles dont les affaires sont pendantes devant la CCJA peuvent obtenir des procédures de prise à partie devant la Cour de cassation en vue d'obtenir un arrêt annulant la décision déférée en cassation à la CCJA pour court-circuiter cette haute juridiction qui n'aura qu'à constater que la décision lui déférée n'existe plus. Toutes ces craintes militeraient pour la suppression de la prise à partie dans les affaires susceptibles de pourvoi en cassation devant la CCJA. Cependant, au regard du but poursuivi par la procédure de prise à partie, il serait imprudent de la supprimer. En effet, le droit pour toute personne d'être jugée par un tribunal indépendant, impartial et absolu. Or, une décision rendue sur fond d'indole, c'est-à-dire à la suite des artifices et des manœuvres destinés à favoriser une partie, énerve cette règle impérative du procès équitable. En supprimant la procédure de prise à partie, pareille décision risque de continuer à produire des effets, ce qui créerait une insécurité juridique, surtout lorsqu'il n'existe plus d'autres voies de recours pour l'anéantir. Ainsi, la procédure de prise à partie mérite d'être maintenue, mais elle nécessite un encadrement, notamment par rapport au risque d'empiètement aux compétences de la Cour commune de justice et d'arbitrage. 5 propositions de lege ferenda. L'extension des dispositions de l'article 18 du traité OADA sur la procédure de prise à partie paraît être la solution raisonnable pour prévenir efficacement tout risque d'empiètement de la Cour de cassation siégeant en prise à partie sur les compétences de la CCJA. Il suffira d'ajouter dans cet article 18 in fine, l'expression statuant en cassation ou en prise à partie, pour permettre à la CCJA d'exercer un contrôle sur les décisions rendues par les cours de cassation en procédure de prise à partie et de sanctionner tout empiètement à ses compétences qui pourraient être commis. Ainsi, l'article 18
du traité OHADA pourrait être libellée comme suit. Toute partie qui, après avoir soulevé l'incompétence d'une juridiction nationale statuant en cassation ou en prise à partie, estime que cette juridiction a, dans un litige la concernant, méconnu la compétence de la CCJA, peut saisir cette dernière dans un délai de 2 mois à compter de la notification de la décision concernée. La Cour se prononce sur sa compétence par arrêt qu'elle notifie aux parties ainsi qu'à la juridiction en cause. Si la Cour décide que cette juridiction s'est déclarée à tort compétente, la décision rendue par cette juridiction est réputée nulle et non avenue. Fin de citation. Ceci permettrait que dans le cas de la République démocratique du Congo, où la Cour de cassation est tenue d'annuler la décision en cas de condamnation du magistrat incriminé, que le magistrat qui avait soulevé l'exception d'incompétence de la Cour de cassation saisisse la Cour commune de justice et d'arbitrage d'un recours exceptionnel. Certes, le contrôle de la CCJA demeure ici assujetti à 2 conditions, à savoir, d'une part, que l'incompétence ait été soulevée avant la décision de la Cour de cassation, et d'autre part, que la CCJA ait été saisie dans le délai de 2 mois à compter de la notification de la décision. Par ailleurs, il importe de s'interroger sur la situation dans les cas où aucune exception d'incompétence n'aurait été soulevée par les magistrats devant la Cour de cassation, auquel cas aucun recours ne sera possible devant la CCJA sur pied de l'article 18 du traité OHADA. C'est ici l'importance de notre souhait de réformer la procédure de prise à partie en droit congolais, dans laquelle devra désormais appeler la partie qui a gagné le jugement rendu par les magistrats mis en cause, contrairement à la situation actuelle où la procédure se déroule à son insu, alors que ses intérêts sont en danger si jamais le jugement qui a fait naître des droits en sa faveur est annulé. Ainsi, il sera impossible que cette dernière ne soulève pas l'exception d'incompétence de la Cour de cassation au cours de l'audience en prise à partie. Son intégration dans la procédure de prise à partie lui conférera la procédure d'introduire le pourvoi en cassation prévu à l'article 52 alinéa 4 du règlement des procédures de la Cour commune de justice et d'arbitrage qui dispose, citation, « Si la Cour décide que la juridiction nationale s'est déclarée compétente à tort, la décision rendue par cette juridiction est réputée nulle et non avenue. Toute partie devant la dite juridiction peut, dans les 2 mois de la signification du jugement de la Cour, saisir cette dernière d'un recours en cassation contre la décision du juge des fonds dans les conditions prévues à l'article 14 du traité et aux articles 23 et 50 du présent règlement. » Fin de citation. Et dont la raison d'être réside du fait que l'article 18 du traité ne permet pas à la Cour commune de justice et d'arbitrage d'évoquer. Une autre question peut se poser lorsque la CCJA décide que la juridiction nationale s'est déclarée compétente à tort, celle de savoir de quelle manière la faute professionnelle commise par les magistrats pris à partie pourra être sanctionnée. Nous pensons qu'il suffira de les déférer devant la Chambre de discipline des magistrats sur base de l'article 46 de la loi organique numéro 6/020 du 10 octobre 2006 portant statut des magistrats qui dispose, citation, « Tout manquement par un magistrat au devoir de son État, à l'honneur ou à la dignité de ses fonctions, constitue une faute disciplinaire. » Fin de citation. La prise à partie étant principalement utilisée actuellement par les justiciables comme un raccourci pour obtenir la correction de l'injustice dont ils ont été victimes à travers l'annulation d'un jugement et contourner ainsi la procédure de cassation considérée comme longue et rigoureuse que voie de correction des magistrats. Pour empêcher que notre proposition ne consacre une prorogation injuste des compétences de la Cour commune de justice sur les décisions du premier degré et une atteinte au droit au double degré de juridiction, il importera de modifier l'article 52 alinéa 4 du règlement de procédure de la Cour commune de justice et d'arbitrage
en ajoutant à la fin, citation, à condition que cette décision ait été rendue en dernier ressort, fin de citation. Et ainsi, les libellés de cette disposition du règlement de procédure deviendraient, citation, si la Cour décide que la juridiction nationale s'est déclarée compétente à tort, la décision rendue par cette juridiction est réputée nulle et non avenue. Toute partie devant la dite juridiction peut, dans les 2 mois de la signification du jugement de la Cour, saisir cette dernière d'un recours en cassation contre la décision du juge des fonds dans les conditions prévues à l'article 14 du traité OHADA et aux articles 23 à 50 du présent règlement, à condition que cette décision ait été rendue en dernier ressort. Ainsi, lorsque la décision rendue par les juges condamnés en prise à partie l'avait été au premier degré, après la décision de la CCJA statuant sur pied de l'article 18 et en vertu de laquelle le jugement en prise à partie sera réputé nul et non avenu, la partie diligente pourrait exercer les voies de recours ordinaires restant ouvertes contre la décision qui avait été rendue par les juges pris à partie, étant donné qu'en droit congolais, même les juges ayant statué au premier degré peut être pris à partie. Conclusion. L'exercice de la prise à partie des magistrats devant la Cour commune de justice et d'arbitrage congolaise, devant la Cour de cassation de la République démocratique du Congo, amène cette haute juridiction nationale à empiéter par voie incidente sur les compétences de la Cour commune de justice et d'arbitrage lorsque le magistrat pris en compte, pris à partie, a rendu une décision dans une affaire soulevant les questions relatives à l'application et à l'interprétation du traité et des actes uniformes OHADA, dont la cassation relève exclusivement de la compétence de la CCJ. La prise à partie devient en pareil cas un raccourci pour contourner la procédure de cassation et une voie d'annulation au même titre que le pourvoi en cassation. D'autre part, si la prise à partie est déclarée fondée, ceci conduit à la condamnation de son auteur au dommage et intérêt d'une part et à l'annulation de la décision qu'il a rendue d'autre part. Or, la Cour de cassation ne peut procéder à cette annulation sans avoir préalablement examiné de quelle manière le droit, entendez ici les traités OHADA et les actes uniformes OHADA, a été appliqué par les juges pour pouvoir déceler les dons. Face à cette situation, il s'observe que dans l'état actuel de la jurisprudence, la Cour de cassation a toujours réaffirmé sa compétence en considérant que la procédure de prise à partie est ouverte contre tout magistrat de l'ordre judiciaire, écartant ainsi tout regard sur la nature du litige tranché par les magistrats mis en cause. Cette position laisse entier les risques d'empiètement, car alors que la compétence d'annulation des décisions des juridictions nationales rendues dans les affaires soulevant des questions relatives à l'application et à l'interprétation du traité et des actes uniformes OHADA revient exclusivement à la CCJA au degré de cassation, la Cour de cassation congolaise l'exerce à travers la procédure de prise à partie, ce qui viderait de leur substance les pourvois en cassation que les parties pourraient éventuellement exercer contre ces décisions devant la CCJ. Devant un vide juridique quant au règlement de pareilles difficultés, l'extension des dispositions de l'article 18 du traité OHADA sur les décisions rendues en prise à partie par la Cour de cassation est apparue comme la piste recommandable pour prévenir le risque d'empiétement. Les libellés de cette disposition deviendraient toute partie qui, après avoir soulevé l'incompétence d'une juridiction nationale, statuant en cassation ou en prise à partie, estime que cette juridiction a, dans un litige la concernant, méconnu la compétence de la CCJA, peut saisir cette dernière dans un délai de 2 mois à dater de la notification de la décision concernée. La Cour se prononce sur sa compétence par arrêt qu'elle notifie aux parties ainsi qu'à la juridiction mise en cause. Si la Cour décide que cette juridiction s'est déclarée à tort compétente, la décision rendue est réputée nulle et non avenue.
Fin de citation. Il suffira donc que l'exception d'incompétence de la Cour de cassation ait été soulevée au cours de la procédure en prise à partie devant la Cour de cassation pour qu'il soit possible de saisir la CCJA d'un recours exceptionnel sur pied de cet article 18, ce qui permettra à cette haute juridiction communautaire de garder un contrôle sur les décisions rendues par la Cour de cassation, même siégée en matière de prise à partie, lorsque l'affaire jugée soulève des questions relatives à l'application et à l'interprétation du traité et des actes uniformes OHADA, dont l'annulation relève de sa compétence exclusive. En outre, l'article 52 du règlement intérieur, du règlement des procédures de la Cour commune de justice et d'arbitrage devrait aussi être revu et complété en ajoutant à la fin, citation, à condition que cette décision ait été rendue en dernier ressort. Fin de citation, pour ainsi empêcher une prorogation injuste des compétences de la Cour commune de justice et d'arbitrage sur les décisions du premier degré et l'atteinte au droit au double degré des juridictions. Excellences, Messieurs les gouverneurs de province et distingués invités, c'est sur ces mots que nous déclarons reprise les activités de la Cour d'appel de l'Ituri pour l'exercice 2023 et 2024 et je vous remercie.